Bonjour à tous. Bonne rentrée, je crois que c'est parti officiellement. Alors, nous allons ensemble traverser 70 ans d'évolution des politiques publiques, essayer de regarder devant nous pour 5 à 10 ans, et nous avons 45 minutes pour le faire. Ne partez pas en courant, ça va bien se passer. Alors, M. Balzani le disait dans son introduction, moi le sujet qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de mes interventions sur le master, sur le DU, c'est de vous accompagner dans la compréhension des évolutions du secteur pour permettre aux dirigeants, futurs dirigeants du secteur, d'anticiper, de prévoir les évolutions qui vont devoir conduire. Maintenant, c'est intéressant de regarder un petit peu en arrière pour prévoir l'avenir. Alors, on a une expression qui nous le dit bien, hein, je ne sais plus comment. Qu'est-ce que c'est cette expression d'ailleurs pour voir devant, il faut regarder derrière, ou quelque chose comme ça. Donc je vous propose de faire un petit retour en arrière, et pour aller chercher un certain nombre d'évolutions du secteur, on va regarder comment le secteur s'est construit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais je voudrais qu'on observe quand même un certain nombre de phases. Vous le situez quand à peu près le top départ, un moment marquant dans la construction du secteur où on a eu un top départ assez fort, où les institutions ont commencé à se construire. Vous pourriez le situer à peu près à quelle époque ça ? Dites voir. Vous dites quoi ? Bravo, vous avez attrapé le pompon. Allez, on va prendre un... Alors, il y a eu différentes étapes, hein, mais on a quand même une étape charnière en 1945. Qu'est-ce qu'on crée en 1945, puis qui va participer à faire évoluer le secteur ? Oui, j'ai entendu. Eh oui, la sécurité sociale. Les ordonnances de 1945, la sécurité sociale. Avant ça, on avait un système où il y avait des choses pour accompagner les personnes, hein, mais des choses qui n'étaient pas rentrées dans le système et dans le droit commun. Et avec la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on crée ? C'est qu'on dit que désormais, tous les Français, quelle que soit leur situation, y compris les personnes en situation de handicap, les personnes malades et autres, doivent avoir des services adaptés tout au long de leur vie. Et pour ça, on va créer, une fois qu'on a créé les droits, on va créer pendant un certain nombre d'années les établissements, les services qui vont permettre de faire valoir ces droits. Alors, dans mon intervention, on va parler un petit peu des établissements, puis je vais un petit peu les écorcher, mais avant, je voudrais les défendre, les établissements. Vous savez que le système institutionnel est beaucoup remis en cause depuis quelques années dans le système français. On parle de la désinstitutionnalisation, on vous demande de fermer des places en établissement pour aller dans le droit commun. On a l'ONU qui passe en France et qui nous dit « votre système est beaucoup trop institutionnel, vous enfermez les personnes dans des institutions ». Moi, j'ai bien essayé de comprendre les choses. Pourquoi on a construit un système institutionnel ? Je vais vous montrer une photo et j'aurais avoir votre première réflexion sur, d'après vous, à la première vue d'une photo comme celle-ci, où pense-t-on qu'elle a pu être prise ? Ça vient d'où ? Un camp de concentration, j'ai entendu. C'est le premier réflexe qu'on a. C'est une photo qui a été prise à l'hôpital psychiatrique de Clermont-de-Loise, à 66 km au nord de Paris, au moment de la Libération. Le système français a appliqué pendant plusieurs années, ça a commencé vers 40, je sais plus, on a des notes qui datent de 42, je crois 41-42, le plan allemand Action T4, qui est un plan d'élimination par le régime nazi des personnes porteuses de handicap mental et ou physique. Une conception morale et religieuse de la vie exige la prévention d'une descendance héréditairement malade. La France a exterminé 76 000 personnes en 4 ans dans ses hôpitaux psychiatriques. On a exterminé dans le système français 70% de la population. Et en psychiatrie, vous aviez les personnes ayant un handicap psychique, vous aviez des personnes en situation de handicap, les autistes, on ne les mettait pas dans les femmes à l'époque. Hein. Ils étaient autistes lourds, ils étaient en psychiatrie. Personne Alzheimer avec une démence importante, elle pouvait être en psychiatrie. Le système français a exterminé 70% de la population. Donc peut-être que derrière, on a vu créer un système un peu protecteur. Peut-être aussi qu'on avait des choses à réparer dans le système français.
Et ça peut expliquer aussi la part d'institutions et d'établissements en France qui est peut-être plus importante que dans un certain nombre d'autres pays. Je poursuis ma logique. Donc, 45, on crée les droits, et ben on va se battre pour créer des établissements pour accompagner les personnes. Alors, vous avez beaucoup d'associations nationales qui défendent les droits, qui se créent, qui défendent l'APF, le droit des personnes en situation de handicap physique. Handicap intellectuel, vous avez les mouvements parentaux qui se développent, vous avez des mouvements qui se créent un petit peu partout pour défendre la création d'établissements. Et on va avoir une grosse phase de création d'établissements. Alors après, il y en a qui se sont faits après, mais pendant une trentaine d'années, on a quand même une grosse phase de création d'établissements un petit peu partout au niveau national. Maintenant, je reviens à la position de l'ONU. L'établissement, c'est bien, parce qu'avant, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient pas de solution. On leur offre des solutions. Mais est-ce que l'établissement, finalement, ce n'est pas une solution de ségrégation ? On les accompagne, mais on les accompagne dans des endroits qui peuvent être parfois en dehors de la société. D'ailleurs, regardez la construction d'un certain nombre d'établissements dans le secteur. Il y en a en centre-ville, mais vous avez aussi des châteaux à la campagne pour s'occuper des personnes que les associations ont acquis au fil des ans. Donc on a créé nos établissements. C'est bien, ils ont des atouts, mais quelque part, ce n'est pas quelque chose de complètement abouti. On peut aussi considérer que c'est un système de ségrégation, l'établissement. On va avoir un petit moment charnière quand même dans le secteur qui est important, les lois de 75 qui viennent quand même mettre des noms sur des métiers, réaffirmer des droits pour les personnes, que ce soit les personnes handicapées, les enfants, les familles en difficulté, les personnes précaires et même les personnes âgées. Et à partir de cette période-là, on a quand même une belle impulsion sur le développement des services cette fois-ci. Les personnes, c'est bien de les accompagner dans des établissements, mais des fois, elles ont envie et besoin aussi d'aller dans la société civile. Et quand elles ont besoin d'un accompagnement, comme on fait, c'est plutôt pas mal de mettre du service et de mettre des personnes à côté pour les accompagner. Phase de développement, des services à domicile, des services infirmiers, des CESAD, des SAD, etc., l'ensemble des services qu'on connaît dans le secteur. Pour autant, j'ai construit un système qui est assez intéressant, qui est riche, avec de l'établissement du service, mais est-ce qu'il est satisfaisant, ce système-là ? Est-ce que la vocation d'une personne, quand elle se lève le matin, c'est d'être accompagnée dans un établissement ? Tiens, on va faire un test que j'aime bien faire. Qui, parmi vous, a dans son projet de vie d'aller vieillir dans un EHPAD ? Levez la main. Non, mais ça, c'est juste pour jouer. Mais vous êtes peut-être représentatif de la part des Français qui nous disent ça. Moi, je veux bien le prendre. Je ne sais pas combien il y en a en amphi, mais je veux bien le prendre. Voilà. Et vous aussi, on se parlera à midi quand même, parce qu'on va expliquer pourquoi. L'être humain, la personne ne se destine pas fondamentalement à aller vivre dans une institution. Les Français, tiens, j'ai revu des stats il n'y a pas longtemps, nous disent quoi ? Ils nous disent, je ne veux pas aller vivre dans un EHPAD, moi je veux vivre chez moi, ou là j'ai envie de vivre avec mes enfants, ou avec qui je veux, mais je ne m'oriente pas directement sur l'établissement. Le service ne répond pas à tout. Ce n'est pas parce que je crée du service que forcément je crée une société qui permet à chacun d'y vivre comme il veut. Donc on va arriver sur une troisième phase. Une phase d'inclusion. On verra cet après-midi avec Coralie Sarrazin la question de l'autodétermination, où là le sujet finalement, et là on se situe au début des années 2000, n'est plus seulement d'accompagner grâce à une institution, n'est plus seulement d'amener du service, mais finalement c'est de faire bouger la société pour permettre aux personnes d'y vivre comme les autres, et en ayant un gros sujet de travail qui est l'autodétermination. On en parlera tout à l'heure, de l'autodétermination. Mais dans vos vies, vous avez plutôt envie, vous aspirez plutôt à vous autodéterminer, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je vais vous dire que oui. 2 marqueurs forts. La loi de 2002, on place la personne au centre du dispositif. Un autre marqueur fort, la loi de 2005. La loi pour l'égalité des chances, la participation des personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, on a un secteur un petit peu... complexe, qui s'est construit assez rapidement finalement, mais sur une cinquantaine d'années. Je vous ai cité 2 textes là, mais il y en a beaucoup d'autres depuis 2000. Mais on peut vraiment se dire qu'à partir de 2000, le secteur s'est clarifié, a gagné en lisibilité et en simplicité. Quelques exemples.
Non? Non? Vous ne trouvez pas que c'est plus simple depuis 2020? Depuis 2000? Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça? Une bonne organisation. Alors c'est vrai qu'on a plein de lectures de ces choses-là. Moi je vais beaucoup dans les associations, dans le secteur, et puis les mots qui ressortent, on est perdu, on s'y retrouve plus, ça va trop vite, les textes tombent les uns après les autres, on a parfois du mal à faire du lien entre un texte, une politique à un moment donné et à un autre moment. Je ne vais pas reprendre tout ça, et ce n'est pas l'objet ici, hein, c'est des choses qu'on verra pendant vos parcours master ou DU. Juste un mot à dire là-dessus quand même. Ne croyez pas que les choses sont faites par hasard, ne croyez pas qu'elles ne sont pas articulées, ne croyez pas qu'il n'y a pas une stratégie des politiques publiques qui est clairement posée et suivie depuis des années. Ça, on le verra, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais vous aviez une ambition au début des années 2000 qui était de structurer, de professionnaliser le secteur, de faire bouger un certain nombre de choses. Et là, je change un peu de sujet, hein, je ne vous parle plus de la place de la personne et tout ça. Il y a eu différentes phases. La loi 2002, pour moi, c'est une phase de pédagogie. On a laissé beaucoup de temps au secteur pour s'approprier un certain nombre de choses. Hein. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises où on vous laisse 20 ans pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir le mettre en œuvre. La loi HPST 2009, on a donné un petit coup d'accélérateur hein, en créant les ARS, en créant ces ARS puissantes qui ont la capacité à faire bouger l'hôpital et à faire bouger le médico-social. Quelques années plus tard, on a mis en place un arsenal réglementaire qui permet au pouvoir public de reprendre la main sur l'organisation et sur le système pour le faire bouger autant qu'il faut. Et on arrive en 2017 et sur les années suivantes avec un plan national de stratégie de transformation de l'offre, avec une stratégie nationale de santé qui est clairement posée et des acteurs dans le secteur qui doivent suivre. Bref, je vais pas vous les reprendre tous ici, on va s'arrêter sur un texte, simplement pour commencer à aborder un certain nombre d'enjeux. Bon anniversaire. À qui? C'est l'anniversaire de qui cette année? Merci. De la loi 2002. Alors, ce matin, on va souhaiter un joyeux anniversaire à la loi 2002. Ce qui m'intéresse, on va regarder deux choses sur la loi 2002. On va essayer de regarder ses apports, mais on va peut-être regarder aussi ses limites. Il y a eu plein de choses bien qui ont été amenées par la loi 2002. Exemple, on met en place une caisse à outils dans les établissements et les services au niveau national. Il y a quoi dans cette caisse à outils si je vous parle des 7 outils de la loi 2002? Qu'est-ce qu'on met dedans? Oui, livret d'accueil, projet d'établissement, les CVS, la personne qualifiée, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et puis tout ce qui suit derrière, et la personne qualifiée qu'on oublie toujours. Bref, il y a plutôt pas mal d'avancées intéressantes avec ça. Hein. Tous les établissements doivent avoir un projet, puis réfléchir comment ils font évoluer leur organisation, leurs services, leur plateau technique en fonction de l'analyse des besoins des personnes. Puis il faut le faire évoluer régulièrement. Livret d'accueil, les personnes, on les accueille dans une structure, quoi. Vous n'êtes pas œuvre de bienfaisance. Hein. Voilà, c'est un service qui se contractualise entre la personne accueillie et puis la personne accompagnée, avec un projet, des objectifs, etc. Donc il y a plein d'avancées intéressantes. Le CVS est là pour amener un vrai lieu d'expression de la personne. Il y a des avancées très intéressantes. On met en place les recommandations des bonnes pratiques. On se dit, dans ce secteur, on va capitaliser sur des connaissances, on va les partager. Bonnes pratiques que vous trouvez aujourd'hui sur le site de la HS. On se dit, dans le médico-social, on a pris un petit peu de retard par rapport au sanitaire. On se dit, on va essayer de rattraper ça, on va rentrer dans des logiques qualité. On amène progressivement les logiques d'évaluation interne, d'évaluation externe. Il y a pas mal de choses intéressantes qui se sont faites. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui ne s'est pas fait et ce qui reste à faire comme chemin. Le revers de la médaille. Et il y a des petits effets. Quelques sujets. La personne. Ça veut dire quoi, la mettre au cœur du dispositif? C'est quoi la mettre au cœur du dispositif? Elle est toujours au cœur du dispositif, la personne, aujourd'hui?
Hein? Elle est... Est-ce que systématiquement, on peut se dire la personne est au cœur du dispositif? Pour moi, au cœur du dispositif, c'est une logique dans laquelle, si j'ai un besoin, vous allez répondre à mes besoins, point. Là, vous me mettez au cœur du dispositif. Quoi. Quand vous avez un jeune qui passe 10 ans dans un IME, 15 ans dans un IME, et qui va en ESAT, on lui dit quoi souvent? Allez, tu as 5 choix de métier. Espace vert, conditionnement, cuisine, ménage. C'est ça être au cœur du dispositif. Alors attention, il y a des ESAT qui font plein d'autres choses, il y a des IME qui travaillent plein de choses différentes. Voilà, je ne vous parle pas trop des trains qui partent à l'heure, franchement, bravo, il faut continuer. Ce qui m'intéresse dans ce système, c'est ce qui ne marche pas. Il y a plein de situations où, quand j'arrive à 20 ans, j'ai le choix de 5 métiers différents. Hein. Moi, j'ai mon fils qui aura 18 ans dans quelques semaines. Nos enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils passent leur bac. Quoi. Déjà, ils peuvent s'arrêter avant le bac, ils peuvent s'arrêter au bac, ils peuvent faire un master s'ils veulent, ils peuvent faire 3 ans d'études. S'ils veulent travailler dans la petite enfance, ils peuvent. S'ils veulent faire du conditionnement, ils peuvent. Hein. Ou devenir directeur d'établissement. Ah, ça, c'est des choses qui doivent nous interroger quand même dans le système. Tiens, une jeune fille qui sort des AT et puis, tiens, j'avais un exemple il n'y a pas longtemps, hein, qui a envie de travailler dans la petite enfance et puis s'occuper d'enfants. Elle n'a pas forcément envie de faire du conditionnement. Hein. Comment on fait bouger le système pour lui amener une solution adaptée? Et des exemples, on en a plein. Hein. Moi, je vous parlerai de ces travailleurs d'ESAT qui, encore sur un certain nombre de départements, sont obligés de quitter le lieu où ils ont vécu depuis 40 ans parce qu'ils ne sont plus travailleurs d'ESAT. Ouais, parce que le droit d'être hébergé est lié au statut de travailleur d'ESAT. La personne, elle est au cœur du dispositif. Là. Je vous parlerai du fonctionnement des CVS. On a avancé sur les CVS, on a fait plein de choses intéressantes à plein d'endroits. Mais, et d'ailleurs, faites bien attention, certains d'entre vous sont sur des missions qualité dans le secteur, à ce qui va ressortir des nouvelles démarches d'évaluation. Est-ce que dans nos CVS, on les investit? Est-ce que nos CVS, on les investit comme on doit les investir? En faisant des lieux où on écoute, où on entend, et où on prend en compte la parole de la personne. Je n'ai pas de leçon à vous donner là-dessus. Hein. Je dis simplement qu'il faut vraiment dans le système qu'on se pose la question si dans tous nos CVS, c'est investi comme ça. Vous avez suivi, comme moi, il y a quelques mois, le scandale Orpea, avec le livre de Christophe Castanet, c'est ça, le journaliste. Il marchait comment le CVS à la résidence Orpea à Paris hein? On les a écoutés, on les a entendus, on les a pris en compte, les personnes. Et je prends Orpea parce que c'est Orpea qui a été sous le feu de l'actualité. Hein. Mais des exemples, on en a un certain nombre dans le secteur qu'il faut qu'on aille gratter, sur lesquels on se pose des questions. Quand dans une masse, on nous dit que les moulinets mixés ne sont pas bons. Et que ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de texture. Il y a des établissements qui bougent, il y en a d'autres où on explique pourquoi, à cause du budget, on ne peut pas faire bouger les choses. Donc il va peut-être une question qu'on va se reposer. Hein. Est-ce qu'on a été au bout? Est-ce qu'il ne faudra pas aller plus loin dans les années à venir sur la place à donner à la personne, sur le fait de lui donner la parole, de l'écouter, de l'entendre et de la prendre en compte? Et plus on va sur des publics différents, complexes et avec de faibles capacités, plus la question est complexe à aborder. Hein. Mais pour autant, il ne faut pas la négliger. Hein, moi, demain, j'ai un grave accident de voiture, je me retrouve emprisonné dans mon corps avec ma tête qui fonctionne. Je peux vous dire que j'aurais envie qu'il y ait des gens qui se posent la question de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Quoi. Hein, plutôt que d'avoir des personnes qui disent « Ah ben oui, personne ne peut y handicaper, ils ne parlent pas, donc on s'occupe bien d'eux, mais ils ne parlent pas. » Ah oui, quand même des enjeux majeurs sur cette question. Et le nouveau système d'évaluation va nous mettre un petit peu en tension dans le secteur là-dessus. Hein, il va aller chercher un peu les incohérences. On dit qu'on le fait, bon, ben, on va aller voir les personnes si elles nous disent que ça marche, on va voir les pros, on va peut-être aller voir les familles et les dirigeants, on va regarder les projets, puis on va voir si tout ça c'est cohérent. Là, hier soir, quand je finissais de préparer ça, j'ai cherché des images. On a un secteur qui est super, on a un secteur de spécialistes. On a des spécialistes de l'hôpital, on a des spécialistes à l'hôpital, on a plein de spécialités différentes. Dans le médico-social, il y a la protection de l'enfance, il y a le secteur du handicap. Dans le handicap, il y a plein de spécialistes. On a des spécialistes des personnes âgées. Franchement, on a construit un super système en France, quoi. Il ne faut pas bouder son plaisir. Hein.
Mais des fois, nos spécialistes, ils ont du mal à se parler. Entre spécialistes, c'est pas toujours facile d'aller parler avec le spécialiste d'à côté. Discutez-en avec Madame Mokrani, par exemple, qui porte des missions aujourd'hui sur le CHU de développement de l'offre médico-sociale et comment on s'approprie une culture médico-sociale EHPAD au CHU. Donc oui, on a construit un système qui est quand même très cloisonné, peut-être trop cloisonné, et peut-être y aura-t-il un sujet sur cette question-là dans les années à venir. Les ruptures de parcours. On fait plein de choses bien dans notre système, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne rentrent pas dans le système, qui n'arrivent pas à avoir de place en institution, qui n'arrivent pas à avoir d'accompagnement par des services, ceux qui en sortent du système et qu'on perd de vue. Et des fois, on a peut-être à agir dessus. Peut-être que, tiens, parlons des partenariats, peut-être qu'à certains moments, tiens, c'est quoi ce dessin-là? La patate chaude. Ouais, patate chaude, c'est un sujet aussi dans le secteur. Alors on essaye de travailler dessus, mais on sait que certaines situations sont tellement complexes, il n'y a tellement pas de solution simple à leur offrir, ça peut tellement mettre en tension une institution, un établissement, une équipe, que des fois on n'y arrive plus, on passe le relais aux collègues, et vous avez des personnes qui passent d'institution en institution, et on n'arrive pas à trouver de solution. Je vous pose le problème, je ne vous dis pas que c'est simple de trouver une solution, mais c'est un vrai problème à régler pour les années à venir. Les personnes qui passent d'institution en institution et pour lesquelles on n'arrive pas à trouver une solution durable. La qualité... Ouais. On en parle des évaluations internes, des évaluations externes dans le secteur. Évaluation interne, je ne dis pas. Allez, évaluation interne, on se les est appropriées plus ou moins vite, on a essayé de rentrer dans la culture qualité, on a regardé ce qu'on faisait, ok. 22 ans d'évaluation externe. Vous avez vu ce que ça a coûté? Vous avez déjà lu un rapport d'évaluation externe sur une structure? Moi, je me suis formé il y a quelques années. J'avais fait une formation à Santin pour faire des évaluations externes. C'était dans 2010, je crois. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans et ce qu'on nous demandait, j'ai refusé de faire des évaluations. C'est un système de complaisance qui est là pour ne pas brusquer le système, qui n'est pas là pour aller chercher véritablement les dysfonctionnements, les faire ressortir et les faire évoluer. Parler aux collègues du sanitaire, c'est pas la même donne. Donc on a construit, avec le 2022, c'est bien, on nous a laissé une étape de pédagogie, le temps de nous approprier la culture de la qualité, de l'amélioration continue. Mais là, de toute façon, vous l'avez vu, il y a eu un accélérateur avec Orpea où on a accéléré la sortie du nouveau référentiel d'évaluation. On a, à juste titre, réinterrogé le système d'évaluation de la qualité dans le secteur médico-social, et on a un certain nombre de choses qui vont bouger là-dessus. Bref, voilà, notre loi 2022, allez, elle nous a amené un certain nombre d'apports, mais on voit que derrière, il y a quand même quelques sujets de travail. Et tant mieux pour vous, ça vous donnera du boulot pour les années à venir. Quoique... Allez, on va regarder ensemble simplement 5 caractéristiques. C'est des choses qu'on redéveloppera quand on se verra. Mais 5 caractéristiques, du coup, moi je vais vous donner une lecture assez personnelle, une petite synthèse de tout ça, assez raccourcie, parce que finalement, pour bien les intégrer, il faut regarder beaucoup plus les choses dans le détail. Mais 5 caractéristiques des choses qui sont en train d'évoluer dans le secteur et sur lesquelles vous serez attendus. Et quand je dis vous, c'est le médico-social, c'est l'hôpital, c'est le secteur social, et c'est encore peut-être d'autres acteurs autour de ça. Premier point. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Il y a un métier qui va disparaître dans les années à venir et qui a peut-être déjà disparu. Lequel ? Lequel ? Comment ? Bravo. Le métier de directeur d'établissement a disparu, et là où il n'a pas disparu, il va disparaître dans les années à venir. Bon, on s'arrête là, passez une bonne journée. On va vous laisser. Hein ? Je pense que tu as raison. Bah oui. Le métier de directeur d'établissement, il a disparu, il est en train de disparaître et il va disparaître, mais pour mieux renaître différemment. Et il y a un truc qu'on ne va pas faire. On ne va pas faire de vous des directeurs d'établissement.
Ne venez pas chercher ça, on ne va pas vous mettre là-dessus. On va vous emmener sur quel chemin? On va essayer de vous amener à préparer ce qu'on veut tous, finalement. Moi, je ne sais pas si je veux un établissement, si je veux un service ou si je veux être en milieu ordinaire. Vous disiez, peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie d'aller en EHPAD, et peut-être qu'il vous faudra un établissement, mais peut-être qu'à certains moments, on aura besoin de services, peut-être qu'à certains moments, il faut faire bouger le milieu ordinaire. Donc le secteur est en train d'évoluer. Alors je vais utiliser un mot qui... J'utilise avec de plus en plus de prudence parce qu'il devient fourre-tout, mais vers une généralisation du fonctionnement en dispositif. Les dispositifs, c'est quelque chose qu'on entend pas mal circuler dans le secteur. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des trucs à la mode. Aujourd'hui, tout le monde fait du dispositif. Et alors, il y en a qui le font vraiment, mais il y en a qui disent, bon, j'ai pas trop envie de bouger, j'ai envie qu'on me foute la paix en ce moment, je vais appeler mon truc un dispositif, comme ça, je vais dire que j'ai changé et puis que je suis à la page. Qu'est-ce que c'est le fonctionnement dispositif? Alors, il n'y a pas une définition, mais moi je vais vous donner ma lecture au jour d'aujourd'hui. La personne, elle a en gros 2 types de besoins dans son parcours de vie. À certains moments, elle peut avoir besoin d'être accueillie dans un établissement, dans une structure, dans une institution, et à d'autres moments, ou peut-être sur d'autres aspects, elle a besoin d'être dans la société civile, de travailler, d'être éduquée, d'habiter, d'avoir une vie sociale dans la société civile. Et pour être dans la société civile, elle a besoin soit que la société civile bouge, change, s'adapte, soit elle a besoin de l'appui de service. Donc aujourd'hui, un enjeu majeur des transformations qui sont en train de se jouer, c'est de construire des dispositifs d'accompagnement qui vont vous permettre d'offrir soit de l'établissement, soit de l'accueil en milieu ordinaire, avec du service. Et aujourd'hui, le travail d'un cadre, mais ce n'est pas que d'un cadre, c'est les associations, c'est les acteurs gestionnaires qui doivent s'emparer de ça. L'enjeu pour les acteurs, c'est de diversifier les dispositifs d'accompagnement et c'est d'apprendre à jongler entre les établissements, les services, pour répondre à la diversité des besoins des personnes. On nous annonce parfois la disparition des établissements. On a vu circuler des choses qui étaient dures ces dernières années. Fermeture de 80% des places en établissement à certains endroits, avec obligation ou attente de certaines ARS de mettre tout le monde dans le milieu ordinaire. Je ne crois pas à la disparition de l'établissement. Par contre, l'établissement doit changer sa place, changer son rôle, changer son image. À partir de l'établissement, notre établissement, il devient quelque part plus un porte-avions, l'endroit où on peut rester, mais on peut aussi partir pour aller à l'extérieur, revenir se poser si on a besoin d'y rester. Je vous prends des exemples. Les IME, les IEM, les ITEP sont en train ou vont passer dans les années à venir en dispositif intégré, où je dois pouvoir offrir aux enfants tantôt de l'accueil en institution, à l'école, avec l'appui d'un CESAT qui peut intervenir à l'école, voire au domicile, et du coup on gère tout ça. Nos EHPAD font de l'EHPAD à domicile aujourd'hui. On se pose beaucoup la question aujourd'hui de l'évolution du modèle EHPAD, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait évoluer. L'EHPAD à domicile, je peux être accueilli en EHPAD, mais je peux aussi rester à mon domicile dans le quartier avec des services qui sont gérés, qui sont pilotés par l'EHPAD. Et c'est l'EHPAD qui devient un petit peu le pilote de tout ça, quoi. Vous voulez rester chez vous? Ok, je serai là. Vous voulez venir en institution? Je serai là aussi. Donc notre institution est en train de prendre un nouveau visage. Deuxième sujet, des solutions d'accompagnement variées. Et je trouve le bel exemple là-dessus, c'est le secteur des personnes âgées. Regardez, il y en a qui l'ont pas vu, mais il y a 40 ans, par exemple, la seule alternative, c'était domicile ou EHPAD. Quand je commençais à rentrer en dépendance, c'était l'EHPAD, je rentrais en EHPAD. D'ailleurs, on rentrait assez tôt en EHPAD. Aujourd'hui, quelle diversité de services, dans le secteur personnes âgées. Je suis chez moi, je peux avoir du service à domicile, je peux avoir de la résidence senior, je peux avoir de la résidence Alzheimer, des villages Alzheimer, je peux avoir de l'EHPAD, je peux aller en Tunisie dans les infrastructures touristiques qui commencent à être rénovées pour les seniors européens. Il y a du choix, le secteur des personnes âgées, c'est beaucoup, beaucoup diversifié. Et cet enjeu-là, on va le retrouver un petit peu partout dans le secteur.
avec un message fort qui passe par l'État français. Alors, ça a été un non-événement, création de la 5e branche en 2020. Mais l'idée de la 5e branche de la sécurité sociale, c'est de dire l'autonomie, c'est un sujet pour tout le monde. Et tant qu'on n'est pas concerné, on ne se le pose pas. Mais le jour où on vieillit, où on devient dépendant, où on a un accident de la vie, on se dit oui, c'est un sujet et moi j'ai envie d'avoir ma solution. Je n'ai pas envie d'avoir une solution institutionnelle contrainte où c'est limité. Troisième sujet, une reconnaissance et une valorisation de notre expertise. Là aussi, c'est des sujets dont il faut s'emparer dans les organisations. On a parlé des patates chaudes, on a parlé des ruptures de parcours, des situations complexes. Et par rapport à ça, dans le secteur, on a tout aujourd'hui. On a des acteurs qui sont sur les situations, qui essayent de tenir, et on a des acteurs qui ne savent pas ou ne veulent pas y aller, avec parfois des situations de rejet où non, il n'est pas pour nous, j'ai pas signé pour ce métier-là, ils sont trop compliqués. C'est des choses qui circulent, qu'on peut entendre dans le secteur. Attention, faisons attention à ça. Je vous ai dit, je ne crois pas à la disparition de l'institution, sauf par rapport à ce type de discours. Parce que l'institution, l'établissement spécialisé, l'établissement médico-social qui me dit ça aujourd'hui, moi je lui dis, j'ai plus besoin de vous. On vous a créé pour la complexité. Et encore plus dans une société qui devient inclusive, qui s'ouvre de plus en plus, et encore plus dans un système comme ça. Regardez, prenez l'exemple du secteur du handicap. Il n'y a pas eu que des succès, mais le travail avec l'éducation nationale fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont maintenus dans l'éducation nationale. Ici, ils sont maintenus de plus en plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe mécaniquement pour les institutions ? Il se passe quoi, du coup ? Qui vient dans les institutions ? Voilà, ceux qui ne peuvent pas tenir dans le milieu ordinaire. Tiens, on n'a pas parlé du travail protégé. Les ESAT, aujourd'hui, on a un plan de transformation des ESAT au bénéfice de tous. On leur demande de permettre aux personnes qui le peuvent, qui en ont la capacité, d'aller en entreprise adaptée, d'aller en milieu ordinaire. Et puis notre ESAT, ça part de l'ESAT, c'est l'ESAT qui va accompagner ça. Mais du coup, notre ESAT, il va aussi se concentrer de plus en plus sur des publics qui n'ont pas la capacité à aller en entreprise adaptée ou en entreprise ordinaire. Donc notre secteur, je pense qu'il faut vraiment qu'on assume cette complexité parce que c'est la marque de fabrique de l'éducation spécialisée. Et je vais même aller plus loin, je pense que nos établissements, une fois qu'on aura pleinement assumé cette capacité à accompagner la complexité, c'est là qu'on commence à les transformer en centres de ressources. Vous savez, les notions de centres de ressources qui commencent à tourner un petit peu dans le secteur, là aussi, il n'y a pas une définition dans le Code de l'action sociale et des familles, mais le centre de ressources, c'est je suis confronté à une situation, je suis sur mon territoire, vers qui je me tourne. Il y a un EHPAD dans le coin, j'ai un problème de dépendance pour mes parents qui est en train d'arriver, je vais aller voir l'EHPAD et puis il va peut-être m'expliquer un peu comment marche le système et puis quelles sont les solutions que j'ai en face de moi. J'ai un enfant avec qui je commence à rencontrer des difficultés. Tiens, j'ai une institution spécialisée qui s'appelle un IME, un ITEP, un IUM. Je vais peut-être aller les voir pour voir avec eux, discuter avec eux, puis voir comment marche le système, est-ce qu'ils peuvent proposer des choses ou pas à mon enfant, et s'ils ne peuvent pas proposer, m'aiguiller vers des acteurs qui savent faire. Donc là, on a cette notion de centre de ressources qui commence à apparaître. 4e sujet sur 5, la sémantique, le vocabulaire. Alors ça, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Le vocabulaire n'a pas arrêté d'évoluer dans le temps. Prenez une personne porteuse d'une déficience intellectuelle. Comment est-ce qu'on l'appelait il y a 70 ans ? Tiens, quand on a remonté tout à l'heure, on les appelait comment ? Des débiles. Des débiles mentaux. Ouais, allez-y, on avait quoi d'autre ? Des attardés mentaux. Des inadaptés mentaux. Vous avez plein d'acteurs associatifs qui s'appellent PEI, ADAPI, etc. Le I, c'est inadapté. Des fois, on l'oublie, on utilise des acronymes. Donc, on est passé de débiles mentaux à inadaptés mentaux, et qui n'étaient pas des gros mots, c'était les mots qui étaient utilisés dans les textes, à personnes handicapées, personnes en situation de handicap. On a fait un virage par l'usager dans la loi 2002. Et puis, aujourd'hui, on parle de personnes, peut-être, c'est bien aussi.
Hein, vous voulez que je vous mette une étiquette à vous? Hein, pourquoi leur mettre à tout prix une étiquette à un nom, quoi? Hein, et faites le lien avec les enjeux de l'inclusion. Hein. Hein, c'est pourquoi certains citoyens porteraient sur le front une étiquette. Alors vous allez me dire, il faut des métiers, il faut des spécialistes, oui. Mais écoutons aussi ce que nous disent les personnes. Hein. Usager, ce n'est pas forcément un terme qui est très porté par les personnes dans les établissements et dans le secteur. Hein. Ils ne se lèvent pas le matin en disant « Ouais, moi je veux être appelé un usager. Hein. » Et des sujets, il y en a d'autres là-dessus, il y en a plein. Hein. On a un secteur de spécialistes qui s'est formé. On a certainement besoin de vocabulaire technique, hein. Mais vous en avez, vous, des mots qu'il faut changer dans le secteur? Moi, j'en ai. On parle de l'usager qui va faire une vêture avec son éducateur spécialisé parce que c'est dans son projet personnalisé. Il va utiliser son pécule et ils prennent le trafic de l'établissement parce qu'il porte bien son transfert. Ah. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Après, chacun doit balayer devant sa porte sur ce sujet-là, mais ouais, on a quand même du travail à faire quoi, sur le vocabulaire. Hein. Après, tiens, là-dessus, je vous donne juste un truc. Hein. Vous avez un expert mondialement connu. Il faudrait qu'on le fasse venir. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'il faut interroger sur les mots qu'on doit changer dans le secteur. C'est qui cet expert? Cherchez sur Internet. C'est qui cet expert d'après vous? Qui il faut aller voir pour savoir ce qu'il faut changer dans le vocabulaire, les mots qui sont gênants qui... Oui? Oui, merci. Dites-le plus fort, disons pour la personne. Ouais. Interrogeons les personnes. Hein. S'il y a des choses qui ne sont pas gênantes, on ne les change pas, mais s'il y a des trucs sur lesquels d'ici, là-dessus, vous êtes... retirez vos flocages sur vos véhicules parce que j'en ai marre que le matin, on sache que c'est une association spécialisée qui va me chercher à domicile, il faut peut-être les entendre. Hein. Hein, si on vous dit, moi je ne dis pas que je vis dans un foyer, je dis que je vis dans mon appartement parce que foyer c'est péjoratif, peut-être faut-il les entendre. Si on vous dit je ne veux pas être appelé usager, peut-être faut-il l'entendre. Ah, donc interrogeons les personnes, écoutons les personnes, elles nous guideront assez simplement sur le comment faire évoluer le système. Et puis dernier sujet, et non des moindres, et ça, c'est aussi pour ça que l'IAE a opéré une fusion des spécialités. Dans les anciennes maquettes, on formait des spécialistes de l'hôpital, on formait des spécialistes du médico-social, on formait des spécialistes de l'insertion. Et pour vos promos, c'est un sacré enjeu, parce que c'est le sens qu'on a donné à ces nouvelles maquettes. Hein. C'est de former des multispécialistes. Alors peut-être que dans vos parcours, certains d'entre vous ne feront qu'une spécialité. Ils feront tout leur parcours à l'hôpital, ils feront tout leur parcours dans le médico-social ou tout leur parcours dans le champ de l'insertion. Mais vous avez un sacré nombre de parcours qui vont se croiser ici. Hein, qui vont se croiser soit dans vos parcours propres, soit vous allez collaborer ensemble. Hein, et ça, c'est un des atouts qu'on vous amène à l'IAE. Hein. Monsieur Balzani le disait tout à l'heure. Hein. À force d'avoir des promos de je sais pas, entre Nancy et Metz, 50 d'étudiants chaque année en moyenne, 60. Hein. 60 par an, fois 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Vous retrouvez Madame Mokrani, qui est ancienne du diplôme, qui est DGA au CHU. Voilà, votre force, elle est là, et le sens qu'on donne à ce rapprochement des diplômes, c'est aussi préparer ce système dans lequel l'hôpital va collaborer avec le médico-social et dans lequel tous les acteurs vont devoir pouvoir collaborer ensemble. Alors, il n'y a pas que l'hôpital et le médico-social. Hein. Là, je vous ai mis les établissements, les services, le milieu ordinaire. Allez, on va dire que c'est le médico-social. On va mettre les GHT dedans. Donc tout ça, il faut que ça se parle et que ça travaille ensemble. Parce que finalement, il y a un sujet qui m'intéresse là. C'est le suivant. C'est la personne, elle vit sur son bassin de vie. Elle a des besoins de soins, d'accompagnement, d'éducation, de travail, d'habitat, j'en sais rien. M'enquiquinez pas avec vos organisations, vos trucs. Ah ben non, là c'est le public, là c'est le privé, là c'est un acteur associatif. Oui, mais lui je l'aime pas, je travaille pas avec.
Non, la personne, elle est là, elle a besoin du bon service au bon moment, là où elle se trouve. Charge à tous les acteurs aujourd'hui de s'articuler, de collaborer, de travailler ensemble pour amener le bon service au bon moment à la personne, là où elle se trouve, sur son territoire et sur son bassin de vie. Un mot peut-être important aussi à garder en tête sur les enjeux, c'est la notion de territoire et de bassin de vie. Mais ça ne concerne pas que nous. Tiens, si notre secteur enfance, ça marche ou pas ça ? On ne le voit pas. Si notre secteur enfance, il n'a pas l'éducation nationale qui est autour de la table pour construire des systèmes d'éducation adaptés, il manque un truc quand même. Il manque un acteur qui est important. Donc il faut que l'éducation nationale bouge aussi à ce niveau-là. L'hôpital, il travaille avec les libéraux aussi. Les établissements médico-sociaux collaborent avec les libéraux. Les personnes, elles sont parfois soignées par des libéraux sur les territoires. Donc il faut que les libéraux bougent. Aujourd'hui, on les structure, on les organise dans des communautés professionnelles territoriales de santé pour faciliter ces liens. Peut-être faut-il que les bailleurs sociaux soient mis dans la boucle, peut-être faut-il que les services à la personne soient mis dans la boucle. Bref, la liste n'est pas exhaustive, mais il va falloir qu'on se batte dans les années à venir pour avoir un système où on décloisonne à chaque fois que c'est nécessaire et utile à la personne le système, encore une fois pour amener le service au bon moment à la personne, là où elle se trouve. Et je ne les ai pas cités, mais je ne vais pas les oublier. Si nous tous on fait bouger ça, mais que les acteurs publics ne changent pas leurs règles, si j'ai toujours des MDPH qui me disent « Ah ben non, si on est en psychiatrie, on ne peut pas être dans un établissement médico-social ». Si on me dit « Ah ben non, si on est dans un établissement, on ne va quand même pas avoir un service en plus parce que c'est une double tarification ». Si on me dit « Ah bah oui, mais les compétences de l'ARS et du département, c'est pas la même chose, hein, donc on va vous faire bien des CEPOM, des budgets séparés, et puis surtout, il ne faut pas mélanger, quoi ». On est un petit peu coincé dans le secteur. Donc il y a aussi un enjeu pour les acteurs publics à faire bouger leurs règles, les règles de fonctionnement, et il faut les faire bouger en même temps que le secteur est en train d'évoluer. On retrouve 5 enjeux clés. Pour ma conclusion, parce qu'on est quand même là pour parler de manager, j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit, et du coup, quelles sont les conséquences pour vous, pour les managers, aux futurs managers ? Je ne vais pas vous dresser une fiche de poste, mais j'ai essayé de voir peut-être 5 caractéristiques des managers d'aujourd'hui et de demain qui peuvent être intéressantes à développer. Alors regardez, je vais vous trouver des caractéristiques physiques. On va essayer de vous transformer un peu pendant vos temps d'études. Alors, il y en a qui ont la référence ? Oui. Voilà. Bon, les plus jeunes, vous ne l'avez pas, c'est normal. C'est Steve Austin. C'est un monsieur qui a eu un grave accident et qu'on a doté d'équipements bioniques. Enfin, il a plein d'électronique, de trucs, et voilà. Et donc on va vous doter d'un œil et d'une oreille bioniques. Pour faire quoi ? Pour être des observateurs fins du profil des besoins et des attentes du public. Apprendre à observer, à écouter, on va peut-être même mettre le nez, à sentir les besoins, qui sont les personnes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Pourquoi je vous le mets en premier ? Parce que de mon point de vue, il n'y a pas un truc qui est plus important, c'est ça qui guide tout le système. C'est pour ça que c'est important de le travailler dans les projets politiques, dans les projets stratégiques, dans les projets d'établissement. C'est la base pour les projets personnalisés. C'est la base. Donc, dotez-vous d'une vision, d'une écoute et de la capacité d'analyse qui va avec. Donc là, on va vous mettre un cerveau aussi. Pour pouvoir être des observateurs fins du profil des besoins. Oui, c'est bon. Du profil des besoins et des attentes du public. On va vous mettre des yeux de mouche pour vous permettre d'avoir une vision à 360. Ça ne doit pas être loin de 360, la mouche. L'idée étant une fois que j'ai analysé les besoins et sachant que je ne peux pas répondre à tout, il faut que je regarde toutes les ressources qui sont disponibles autour et puis qu'on puisse identifier tout ce qui va permettre de répondre aux besoins de la personne. Donc si on peut avoir une vision 360, c'est plutôt pas mal. Et pas juste regarder dans son couloir et dans sa ligne. On va vous doter d'une grande souplesse et d'une grande agilité. Enfin, c'est pas nous c'est vous qui allez vous entraîner. On ne va pas faire ça à votre place.
Parce que on est quand même dans un secteur qui bouge vite, qui bouge beaucoup, il faut s'adapter, il faut aller de plus en plus vite, c'est vrai. Il faut innover, il faut tester des choses nouvelles. Et la question de l'agilité est devenue véritablement, je pense, une qualité essentielle aujourd'hui dans le secteur. On va vous mettre une boussole dans la main pour la question du sens. Puis on va essayer de faire en sorte que vous gardiez les pieds sur terre quand même. Ne pas trop peut-être s'éloigner du terrain à un certain moment. Et, vous voyez, dans le sens, mais aussi en gardant un ancrage fort sur terre. Et le sens, dans le double sens, le sens parce que vous devez vous approprier le sens des évolutions. Parce qu'aujourd'hui, on n'emmène pas une équipe, on n'emmène pas une organisation si on n'a pas compris où le système essayait de nous emmener, quelles sont les choses sur lesquelles on n'a pas le choix, quelles sont les choses sur lesquelles on a de la latitude. Donc il faut être capable de comprendre ce sens-là et de le retraduire. Ce n'est pas pour rien que dans les formations, on aborde des sujets comme ça. C'est qu'aujourd'hui, pour un cadre, c'est essentiel. Moi, je vois régulièrement des équipes en difficulté. C'était les 45 minutes. 2 minutes. On voit régulièrement des équipes en difficulté, mais même des conseils d'administration, des directions générales, des directions, parce qu'ils ont perdu le sens. Et puis le sens, si j'ai perdu le sens, si je n'ai pas compris le sens, je ne suis pas capable de donner un sens à mon organisation. Le sens, c'est aussi dans quelle direction on va, chef. Donc il y a cette question de la boussole et puis des pieds sur terre. Et puis, dernier élément, et ce sera ma conclusion, on va vous doter de certaines caractéristiques du cochon. Je vous laisse les choisir. Pourquoi je prends le cochon ? C'est pour la question de l'engagement. Oui, non, vous allez voir, il y a quand même une logique. C'est pour la question de l'engagement et de la différence entre être engagé et être concerné par quelque chose. Aujourd'hui, dans le secteur, vous êtes dans des métiers, vous y êtes ou vous y entrez, dans lesquels on ne vient pas par hasard. Et on a besoin d'acteurs qui soient engagés. Donc juste l'illustration, ce sera ma conclusion, c'est la petite histoire du fermier qui veut se faire une omelette au lard. Il a une poule et il a un cochon. La poule, elle va être concernée par l'omelette au lard. Le cochon, il va être engagé. Il ne met pas la même chose dedans. Donc ce sera ma conclusion. Merci de votre attention et de votre engagement. Et rendez-vous pour préparer les établissements de demain.